bonjour à vous. Alors, c'est parti pour un nouveau vlog qu'on part encore une fois, pas encore une fois, mais qu'on part plus tôt en fait cette semaine parce que j'en ai tellement eu long à dire que j'ai préféré dans le fond recommencer un prochain vlog en avance. Alors, pour vous, c'est transparent, trêve d'explication, mais toujours est-il que pour moi, c'est pas une nouvelle semaine, mais comment ça s'enligne? En ce moment, on est en mode l'Halloween et comme tout bientôt, tout bientôt, tout bientôt. Et c'est l'automne. Et comme vous pouvez le voir à mon accoutrement spontané, ben oui, ça c'est post-douche, hein, c'est pas des cheveux sales. Il fait chaud. Donc ici en ce moment, il fait 23, 20. Il annonce 23, 24 pour l'Halloween. Puis l'Halloween, c'est pas quelque chose habituellement que nous, on passe à 23, 24. Au Québec, j'ai plus des souvenirs de passer l'Halloween. Je vais faire ma tante qui raconte des histoires du passé, mais même jusqu'à il n'y a pas longtemps, notamment on passe Halloween avec 3-4 chandails de laine en dessous ou une salopette de neige ou quelque chose, mais c'est toujours un petit peu, soit il pleut, soit il fait froid, soit c'est humide, soit bref. Mais là, cette année, il semblerait que les Halloweeneux vont potentiellement avoir du beau temps. Bonne idée. Alors, quels sont les plans pour cette semaine? Écoutez, après les lectures marquantes du vlog dernier, donc qui était plus, j'étais dans la réflexion, dans pas remise en question, mais oui, remise en question, essayer de voir où en sont mes connaissances, comment je pourrais m'ouvrir encore plus sur le monde. Eh bien là, attelez-vous parce qu'on va faire un petit blitz de romans graphiques parce que si je vous dis que l'Halloween s'en vient, ça veut aussi dire que la fin du fameux défi Spooky Fair d'Alex Bouquin Prada pour ses Patreons se termine bientôt, donc ça se termine le 7 novembre. Et je vous rappelle que j'avais mis il y a 12 catégories, puis j'avais mis, je crois, 13 livres que je voulais lire. Et puis parce que ça me tente de lire, là, j'ai pas de pression. Ils sont ici, là. Et là, à date, j'en ai lu 3. Donc c'est 3 ici. Puis j'ai ceux-là ici, plus lui en haut là, à lire pour le 7 novembre. Alors, ben voilà, il va falloir que je me dépêche un petit peu. Alors, si jamais vous aimez les graphiques, ça va être le bon vlog pour ça. Prenez vos carnets, prenez en note les choses. Je vais donc sans doute semer ma semaine de ces lectures-là, avec peut-être quelques lectures audio. J'ai peut-être une petite idée pour ma lecture audio que je commencerai peut-être le jour d'Halloween, dépendant de ce en quoi potentiellement je vais me déguiser. Vous verrez bien. Et sinon, je sais qu'il y a le nouveau livre audio lu par Daniel Pénac de son Des chrétiens et des morts, qui est la suite de la saga Malocène. Vous savez que je les relis en audio. Ben, je ne dis pas pourquoi je mets des guillemets, là, mais je les relis en audio. Donc, je les écoute de nouveau en audio, lu par Daniel Pénac. Donc, j'étais rendue à ce tome-là et j'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est une petite opuscule, puis ben, il est censé sortir le 2 novembre, je pense, sur la plateforme à laquelle j'ai accès pour lire les livres audio, puis j'ai vraiment hâte. Fait qu'à mon avis, ça serait peut-être plus une semaine de courts livres audio, entrecoupés d'une foison de romans graphiques. Et là, ce que vous entendez, c'est mon chat qui gratte les bibliothèques, je sais. Il gratte pas les livres, il gratte les bibliothèques. C'est le mieux que j'ai pu faire. Alors, sur ces bonnes paroles, sans plus tarder, allez, on se lance! Coucou, alors un petit topo en direct de la Studio Mobile, ça faisait longtemps. Je vous reprends en fait, on est le 1er novembre, donc post-Halloween, et comme vous avez pu voir, le déguisement s'est finalement dirigé vers Mary Poppins, et ça a été vraiment très spontané. Il faut que vous sachiez que moi, ainsi que mon conjoint, on est très Halloween spontané, donc on a toujours de la dernière minute, puis on se dit toujours, on va-tu se costumer ou pas, puis finalement on se trouve un costume. Puis, ben moi, je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose. J'ai trouvé des trucs pour Mary Poppins dans les choses que j'avais à la maison, mais j'avais comme pas un chapeau ni le fameux carpet bag qu'elle a tout le temps. Mais bon, j'avais trouvé des équivalents, puis je me disais, bah, c'est pas si mal. Mais il faut savoir que mon copain, c'est un grand créatif.
Il est très habile. Il est très habile pour trouver des idées, pour les exécuter avec ce qu'on a, les moyens du bord. Et il a décidé, la veille de l'Halloween, de faire un super cadeau, c'est-à-dire de me faire un chapeau plat avec un vieux chapeau qu'on avait à la maison et de me concevoir et me coudre un carpet bag avec une vieille housse de futon qu'on avait à la maison. Alors, c'était vraiment beau le résultat. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Là. Vous avez pu voir les quelques images. J'ai adoré ça. Donc, ben, tant mieux. Grâce à lui, j'ai réussi à passer une Halloween 100% Mary Poppins. De toute façon, les gens avaient quand même compris avec ce que j'avais un peu comme élément, mais ça reste que, bon, j'avais quand même la petite ombrelle qui faisait effet de parapluie pour s'envoler, mais c'est vrai que le carpetbag est quand même quelque chose qui est assez typique. Puis je pense que quand je l'ai eu, finalement, les gens avaient plus de facilité vraiment à identifier en qui j'étais déguisée. Et finalement, à la dernière minute, on n'était pas censé donner des bonbons aux enfants juste parce qu'on n'avait pas pris le temps d'aller en chercher. Puis à la dernière minute, finalement, mon copain avait vraiment envie d'en donner. Fait que là, j'ai couru aller chercher des bonbons. Puis on en a donné. Puis j'ai eu la super surprise quand je suis arrivée à la maison que ma Mary Poppins retrouve son Bert. Mon copain s'est déguisé en Bert. Donc, celui qui est le ramoneur, là, qui fait les cheminées. Donc, c'était super cool. Et quoi de mieux pour accompagner notre moment halloweenesque spontané qu'une lecture audio que j'avais décidé de lancer, c'est-à-dire le fameux Mary Poppins de P.L. Travers, que j'ai dans ma pile depuis un bon moment. Puis comme si vous avez suivi, vous avez vu que j'ai aussi acquis le tome 4, je pense, de cette série-là. Et là, j'avais l'opportunité d'écouter la version audio lue par Olivia Colman, qui est celle qui a fait plein de choses, dont Broadchurch, mais entre autres, qui est le plus connue pour son incarnation de la reine Elisabeth II dans la série The Crown, dans une certaine période de sa vie. Donc, ça donne un résultat très intéressant. Et j'aime beaucoup, elle est super dynamique, comme pleine de ressources comme narratrice. Donc, jusqu'à maintenant, ça me plaît. Je suis rendue à la page 105, donc à la moitié. Et ce premier tome-là fait environ 210 pages. Et juste pour rappel, parce que j'en ai déjà parlé, mais P.L. Travers, c'est vraiment une autrice qui avait des visées qui étaient pas mal comme... Elle voulait faire des romans jeunesse, mais elle avait aussi comme des convictions, c'est quand même un petit peu comme féministe aussi. Puis, elle avait absolument pas le goût que Mary Poppins devienne le personnage édulcoré qui a fini par devenir quand Walt Disney s'en est occupé. Elle s'est battue. Comme de ce que je comprends, mais je ne l'ai jamais vu, mais de ce que j'ai pu voir, comme l'évoque le film Saving Mr. Banks avec j'ai un blanc. Il y a Meryl Streep. Non, pas Meryl Streep. Emma Thompson qui fait justement P.L. Travers et Tom Hanks qui fait le représentant de Walt Disney, il me semble. Et bon, bref. Fait que j'étais partie avec ça en tête, puis c'est vrai que là, je suis plongée dans le roman. C'est un roman jeunesse, clairement. Mais c'est spécial. Puis Mary Poppins n'est pas super sympathique. C'est vraiment drôle. C'est un personnage qui semble avoir comme deux facettes. Une facette convenable, assez, pas sévère, mais stricte, disons, qui a d'ailleurs un reniflement. Elle dit qu'elle renifle de désapprobation. Donc, elle fait un petit... Je change des choses comme ça, je ne sais pas trop, plutôt que de partir en grand cri ou en chicane. Donc, elle a cette espèce de côté-là un peu austère, un peu silencieuse, qui explique pas grand-chose, mais que les gens écoutent parce que ils comprennent qu'il n'y a pas vraiment de négociation possible, qu'à la limite pas sympathique ou à la limite un peu terrifiante. Mais en même temps, quand Mary Poppins est là, il se passe plein de choses spéciales. Oui, il y en a celles qu'on a en tête avec le fameux film de Julie Andrews. Il y en a certaines qu'on retient. Mais il y en a beaucoup plus que ça dans le livre, dont l'histoire de la fameuse vache qui danse. Donc, juste vous dire, ça vaut la peine juste pour ça. Et c'est que, en fait, la prémisse, c'est qu'à chaque fois que Mary Poppins est là puis qu'il se passe quelque chose qui est inexplicable, donc on est dans le fantastique soudainement qui côtoie le réel, ça se passe, puis après ça, elle ne veut plus en parler. Puis elle fait comme si ça ne s'était jamais passé. Fait que les enfants sont toujours un peu comme, ben, c'est-tu juste nous autres qui a vu ça? Donc, jusqu'à maintenant, ça se passe bien, mais ce que je peux imaginer, ce que je peux voir, c'est sûr que sa structure répétitive, c'est vraiment, chaque chapitre est une petite aventure. Puis oui, il y a le bout où est-ce qu'elle va finir par rentrer dans des portraits avec son ami Bert, mais juste pour que vous sachiez,
Jane et Michael sont pas là. Elle est toute seule avec Bert dans cette situation-là. Il y a peut-être 2 des aventures qui sont gagnées dans le film à date, là, donc celui-là puis celui quand ils vont voir son oncle qui est que lorsqu'il rit, il s'envole dans les airs. Mais ça va vraiment plus loin que ça. Puis il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. On sent qu'elle veut transmettre une espèce d'apprentissage aux enfants, mais c'est plus comme une capacité à s'auto-gérer. C'est donc, oui, elle est stricte, elle leur donne un cadre strict, mais par le fait qu'elle les expose à des choses qui sont inexplicables, c'est comme on dirait sa manière de leur faire comprendre certaines leçons de la réalité, mais par le biais de ça. Sauf que c'est jamais expliqué par Mary Poppins, elle n'est pas en mode bienveillance tant que ça. Donc, c'est vraiment particulier, fait que ça vaut vraiment le coup. Et si jamais vous voulez lire en langue originale, ça vaut quand même le coup, parce que la traduction, à mon avis, elle va être un petit peu peut-être... bon, ça va peut-être un petit peu trahir la plume vraiment de P.L. Travers, parce que ça se passe quand même en Angleterre, mais c'est pas un niveau d'anglais élevé. Puis si vous voulez écouter le livre audio d'Olivia Colman, il est disponible sur nextory.fr et il vaut vraiment la peine, en fait. Puis ça aussi, ça se comprend quand même bien. Donc, elle fait différents personnages. Donc, certains personnages ont des façons de parler différentes ou des accents, mais c'est pas comme c'est un vocabulaire qui est assez simple, c'est assez abordable. Donc, si ça vous dit de voir au-delà de ce que Disney nous a présenté, ben moi, je vous propose de lire jusqu'à maintenant. Là, je sais pas, je suis rendue à la moitié. Peut-être que ça va se terminer puis je vais trouver ça plate, mais je pense pas. Donc, voilà. Donc, ma lecture en cours en livre audio, Mary Poppins. Et en fait, je disais que je suis rendue à la page 100, mais j'ai dû avancer plus parce que je l'ai écouté quand je me suis envenue au boulot aussi. Et puis sinon, ben, je compte sur la fin de semaine pour me faire un blitz de roman graphique, comme annoncé. Mais voilà, je vais juste faire un petit coucou. Je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous tenir au courant de où j'en suis post-Halloween. Donc, je reste encore dans l'espèce d'ambiance post-Halloween. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un carpet bag, là, c'est comme ça ici. Donc, moi, j'avais comme l'ombrelle là, le petit chapeau plat ici que mon copain a fait. Et le carpet bag, c'est ça ici. C'était des sacs qui étaient faits en tapis, en fait. C'est vraiment une espèce de gros volume. Un peu comme si on avait pris un tapis puis on l'avait cousu en forme un petit peu A comme ça, avec des soufflets pour qu'il y ait un petit peu de capacité de mettre du contenu à l'intérieur. Puis habituellement, c'est des poignées en bois, ou en tout cas, puis mon copain a vraiment fait quelque chose de super cool. En tout cas, juste vous dire ça, là, soyez jaloux. C'est vraiment cool, mais tu sais, c'est vraiment, il a fait ça en regardant un peu, puis en sachant ça ressemblait à quoi, puis il a conçu ça, mais je suis super contente d'avoir cet élément de costume-là pour les années à venir, hein, n'est-ce pas? Alors, sur ces bonnes paroles, ben voilà, nous, on se dit à tout de suite, évidemment, puis je vais terminer ma pause repas et retourner au boulot. Allez, à tout bientôt. Et coucou, alors on est dimanche le 3 novembre et je vous reprends parce que j'ai terminé 2 lectures, une hier puis une aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai terminé le fameux Mary Poppins de P.L. Travers, donc le premier tome de la série, qui est en fait une série comme je vous avais déjà expliqué un petit peu plus tôt. Je pense qu'il y a 4 tomes. Oui, mon enfant, j'ai le premier puis le quatrième. Et c'était tellement intéressant, c'est spécial. Je vous invite vraiment à lire la version originale de Mary Poppins. Évidemment que je me doutais que le film de Walt Disney laissait beaucoup de choses à part, surtout à l'époque où ça avait été créé. C'était une approche qui était différente des adaptations vers le cinéma. Donc, on essayait vraiment beaucoup d'édulcorer. Puis, maintenant, il y a un peu plus comme un souci de relativement être un peu fidèle à l'esprit de l'œuvre littéraire originale. Dans celui-là, ben oui, il y a des choses qui sont là, mais comme je vous disais, Mary Poppins n'est pas un personnage sympathique. En fait, elle m'a beaucoup évoqué, pas physiquement, je ne l'ai pas imaginé comme ça, mais elle m'évoquait beaucoup l'espèce de bienveillance froide du professeur McGonagall dans Harry Potter. Donc, quelqu'un de très strict, rigide, avec qui on peut pas, qui est très terre à terre, avec qui on peut pas nécessairement partir dans des envolées lyriques, mais qui en même temps semble soit générer ou faire partie d'un univers qui est comme un peu l'envers du réel, puis qui est une espèce de monde complètement fantaisiste. Mais c'est comme si la Mary Poppins, bien terre à terre et ancrée dans la réalité, en avait plus ou moins conscience. C'est-à-dire qu'elle en a conscience, mais
dès qu'elle revient elle-même, c'est un peu la McGonagall à qui on essaye de faire passer une petite vite, puis qu'elle est juste comme, non, non, tu sais, retourner à votre dortoir, ben dans ce cas-ci, à Jane et Michael, ben non, non, allez vous laver les mains, c'est temps de manger et tout ça. Donc, c'est comme encore plus troublant parce que c'est difficile de comprendre comment Jane et Michael ont pu s'attacher à Mary Poppins. À part le fait qu'elle était de sa constance, sa présence constante, le fait qu'il y avait l'impression vraiment qu'elle se souciait d'eux. C'est juste que l'expression de son du fait qu'elle se souciait d'eux n'était pas nécessairement affectueux. C'est quelqu'un qui avait toujours quelque chose à dire sur la situation. Il y avait toujours quelque chose qui n'était pas correct. Mais pour eux autres, on dirait que c'est quelque chose de rassurant. Donc, comme quoi. Et il y a des moments particuliers qui sont absolument pas dans les adaptations cinématographiques, qui sont vraiment éclatés complètement, dont une partie qui se passe dans un zoo la nuit. Et là, on voit que Mary Poppins, on dirait qu'on sent qu'on comprend qu'elle vient comme un peu... On n'est pas sûr si elle est vraiment réelle. C'est-à-dire que tout le long, c'est vraiment ça, je pense que bien, évidemment, il y a plusieurs métaphores dans ce truc-là, mais l'accent est vraiment mis sur la fine ligne entre la réalité et la fiction, entre le réel et l'imaginaire, entre le réel et la fantasy et la fantasy, pardon, pas le fantasy, le genre, mais la fantasy. Et comme quoi, des fois, c'est peut-être bien de croire à tout ça en même temps. Donc, croire ce qu'on voit, mais croire ce qu'on sait avoir vu, même si les autres ne l'ont pas vu. Donc, on dirait qu'il y a ça un peu qui est là. Puis ça, on peut comprendre un peu, dans le fond, ça s'exprime un peu par le fait que Jane et Michael doivent percevoir quelque chose dans Mary Poppins que nous, comme lecteurs ou que le monde extérieur ne voit pas. Puis ce qui m'a le plus marqué, c'est que Mary Poppins, c'est supposément quelqu'un qui est pas... qui a une apparence un peu ordinaire, mais c'est quelqu'un pour qui l'apparence a vraiment beaucoup d'importance. Donc, plein de fois dans l'histoire, on la voit qu'elle se regarde dans une vitrine pour voir qu'elle a des nouveaux gants ou des nouvelles bottes, puis elle est comme toute contente. Puis comme c'est zéro quelque chose que j'associe à Mary Poppins. Premièrement, le fait que c'était une apparence ordinaire, mais ça, c'est à cause des conséquences de l'adaptation, des adaptations qui ont été faites au cinéma. Parce que bien entendu que les deux actrices qui ont fait Mary Poppins, c'était pas des gens qui avaient vraiment un look ordinaire. Mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose. Puis il y a plein évidemment de petits changements, mais ça c'est normal. Comme par exemple, je m'en suis rendu compte juste à la fin, mais grand coup de théâtre, mais Bert n'est pas un ramoneur dans Mary Poppins. C'est un vendeur d'allumettes, un matchman. Donc mais qui fait aussi des dessins, là, ça reste. Là. Fait que c'est comme quoi des petits détails, mais c'est vraiment intéressant. Je trouve que quand on termine le roman, on a encore plus de questions que de réponses. Puis c'est vraiment typique un peu des histoires. Ça me fait un peu penser à l'esprit d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, on n'est pas censé comme tout avoir compris. C'est un portrait un peu d'une époque, mais il n'y a pas beaucoup d'accent qui est mis sur les parents de Jane et Michael. La mère a l'air un peu superficielle. Le père a l'air un peu grognon puis dans sa vie de banquier. Mais oui, on en parle un peu, mais on parle surtout à hauteur d'enfants de Jane et Michael, de comment ils voient les choses. Puis, il n'y a pas nécessairement de scène où est-ce que, dans le fond, je sais pas, moi, la mère de Jane et Michael s'émancipe et le père de Jane et Michael, pardon, amène les enfants au travail. Mais, donc, pour eux autres, c'est vraiment un monde dont les enfants sont le centre parce on les suit avec Mary Poppins puis tout ça. Et ils ont également des frères jumeaux très jeunes, donc qui ont moins d'1 an. C'est John et Barbara. Donc, juste pour vous dire, là. Puis, écoutez, je sais pas, j'ai trouvé ça excellent pour moi. C'était un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur parce que j'ai trouvé ça intéressant, le parti pris que l'autrice a pris, surtout à l'époque où ça a été publié pour la première fois. Je me souviens pas si j'ai la date initiale de publication dans cette édition-là. 1934, quand même. Donc, on est vraiment dans l'entre-deux-guerres. Puis, c'était un moment où il y avait des histoires édifiantes pour les enfants. Puis oui, techniquement, il y a quand même des messages qui sont donnés, mais c'est tellement dans un cadre étrange. Donc, encore un peu l'idée de Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment comme si on se dit, c'est à travers l'imaginaire, puis à travers l'inexpliqué, puis à travers le saugrenu que les enfants vont pouvoir comprendre puis lire entre les lignes. Fait que voilà ma conclusion sur le fameux Mary Poppins. Donc, gênez-vous pas. Je ne sais pas la traduction en français, qu'est-ce que ça a l'air. C'est quand même assez bien ancré. Voyez-vous, ça, c'est une petite gravure des deux jumeaux, là, John et Barbara.
D'ailleurs, il y a un gros, il y a un gros paragraphe, un gros chapitre sur leur histoire, puis c'est super cool. C'est sur une partie où John et Barbara se comprennent entre eux et comprennent tous les animaux et tous les objets, ben pas tous les animaux en fait. Puis ils comprennent pas pourquoi leur grand frère et leur grande sœur comprennent pas quand ils parlent, puis ils comprennent pas les animaux quand ils parlent. Donc, c'est super intéressant. Il y a aussi une notion de est-ce qu'on se souvient vraiment de tout, la partie de 0 à 1 an, est-ce que déjà on commence à avoir moins un cœur d'enfant? En tout cas, il y a plein de choses dans ce livre-là, ça vaut vraiment le coup. Mais comme je vous dis, je ne sais pas qu'est-ce que la traduction française va faire, mais sinon, c'est quand même abordable, je pense, en anglais. Donc, voilà. Et 4 tomes, n'oubliez pas. Et la version lue par Olivia Colman est vraiment excellente. Était très, comme je vous dis, colorée. C'est pas une version neutre. Ça que ça dépend. Il y a des gens qui aiment ça ou qui n'aiment pas ça, mais moi, j'ai bien aimé ça. Sinon, j'ai écouté sitôt disponible sur la plateforme nextory.fr, sitôt écouté le fameux tome 5 de la série de la saga des Malocènes de Daniel Pénac, qui est Des chrétiens et des morts, morts M-A-U-R-E-S, donc du Moyen-Orient. Et c'est ça, je l'ai écouté, le Daniel Pénac, c'était un plaisir, c'est très court là, comme livre audio, je pense que c'est 1h40 quelque chose, de toute façon c'est une plaquette de 90 pages, donc c'est pas très long non plus. Puis j'ai vraiment adoré, mais c'est sans surprise, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu, je pense que j'avais juste lu une fois Des chrétiens et des morts dans le temps où j'ai lu la saga des Malocènes, mais quand je faisais mes relectures, je me rendais pas nécessairement toujours à ce tome-là, qui est un peu singulier, qui est une quête de ses origines. Cette fois-ci, on va avoir vraiment un focus sur le petit, qui est techniquement le plus jeune, mais qui était le plus jeune dans le clan des Malocènes, mais évidemment, il y a eu d'autres arrivées entre-temps, donc je ne vous en parlerai pas si vous ne l'avez pas lu pour ne pas vous divulgacher. Mais je trouve que la 4e de couverture est vraiment bien faite. Elle ne divulgage pas grand-chose, mais au moins ça vous donne un petit peu, ça met un petit peu un contexte, fait que je vais vous la lire. Un matin, le petit a décrété « Je veux mon papa ». Il a repoussé son bol de chocolat et j'ai su, moi, Benjamin Malocène, frère de famille, que le petit n'avalerait plus rien tant que je n'aurais pas retrouvé son vrai père. Or, ce type était introuvable, probablement mort d'ailleurs. Après 2 jours de jeûne, le petit était si transparent qu'on pouvait lire au travers. Mais il repoussait toujours son assiette. « Je veux mon papa ». Donc, ça vous donne un petit peu une idée. On suit vraiment, justement, la quête, le souhait de connaître ses racines par le petit. Et ça, ma foi, il y a toujours quand même une enquête qui est là-dedans. Donc, on va faire par un jeu de retour dans le passé. Benjamin Malocène va nous ramener à l'époque où le petit est né et où, justement, le fameux papa du petit était dans le décor. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que dans la famille des Malocènes, elle est très nombreuse. Puis la maman, c'est une grande amoureuse universelle. Puis elle, ben, elle tombe en amour. Puis à chaque fois, elle finit par revenir. Elle n'a plus son amoureux, mais elle est enceinte. Mais c'est parce que ça lui tente. Là, elle est consentante et tout. Puis une fois que le bébé est né, ben, éventuellement, elle repart en cavale. C'est vraiment comme une hippie, un petit peu. Là. Et c'est Benjamin Malocène, le plus vieux de la fratrie, qui s'occupe de tout le monde. Donc, ça pourrait avoir l'air un peu terrible, mais c'est très positif là, comme situation. Sauf que, ben c'est ça, là, le petit, il se dit, ben là, moi, j'aimerais ça avoir mon papa. Puis c'est le fun parce qu'on est vraiment dans cette quête-là. Comme je vous dis, on retourne dans le passé. On a en même temps une espèce, comme je vous dis, d'une petite enquête. Donc, on va avoir à la fois une situation, des situations où est-ce que Benjamin Malocène va encore se retrouver dans, comme un peu dans une situation où est-ce que tout le blâme pourrait retomber sur lui ou sa famille de quelque chose qui est hors de leur contrôle et qui est en lien avec le père du petit. Donc, dont ils ne connaissent pas le nom. Et puis, il va se remémorer tout ça, puis finalement, il va finir par, dans le fond, en parler à un de ses collègues de bureau qui, lui, va finir par trouver la solution. Mais cette solution-là, c'est difficile à accepter parce que c'est pas tout à fait dans le réel. Donc, je vous en dis pas plus. Mais si jamais, c'est sûr qu'on ne peut pas lire celui-là indépendamment. Mais je pense que c'est... Je pensais jamais... Avant, je l'aimais moins, ce tome-là, mais je pense que c'est dans mes préférés. Bien, pas mon préféré, parce qu'évidemment, ça reste que... Au moins les 2 premiers, ça reste Au bonheur des ogres et La fille de carabine. Pour moi, c'est 2 incontournables. Mais celui-là, là, après ça, il y en a 2 autres qui sont vraiment bons, qui sont nécessaires à faire avancer, pour faire avancer un peu la saga familiale. Mais celui-là, c'est incroyable. C'est tellement comme une gymnastique littéraire intéressante. 90 pages. Une espèce de behind the scene ou une espèce de complément d'information sur un des personnages.
On retourne dans le passé. En même temps, il y a quand même une enquête en cours, entre guillemets, des choses qu'on apprend qui nous surprennent, des péripéties qui vont mettre un peu des bâtons dans les roues de tout le monde. Et en même temps, une espèce de fin à la Pénac Malocène, de l'humour, du grinçant, des malfrats, au grand cœur qui sont dans l'entourage de Malocène. C'est comme du concentré de Malocène dans tout ce que ça a de savoureux, avec une verve, comme je vous dis, un petit peu humoristique quand même. Puis en même temps, des petits messages un peu qui passent, comme là, c'est vraiment, tu sais, l'espèce de quête de ses origines, puis est-ce que dans le fond, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que cette quête-là, elle doit toujours se terminer par nécessairement la rencontre de la personne qu'on cherche ou pas? Qu'est-ce qu'on va chercher finalement quand on cherche les origines? Mais vraiment, là, c'est du bonbon. Ça s'est dévoré tout seul. Puis encore plus en livre audio, là, je vais revenir là-dessus, mais sincèrement, si vous pouvez, si vous voulez découvrir la saga Malocène, c'est la meilleure façon, à mon avis, de les découvrir. Donc, ils sont en ce moment chez Écoutez Lire. On est rendu au 5e tome. Au Québec, c'est pas encore arrivé en livre audio. Je sais pas si... Je sais que c'est disponible en Europe, ça vient juste d'être disponible. Fait qu'à mon avis, ça devrait arriver ici peut-être soit avant Noël ou après Noël. Là, je sais pas comment ça va arriver. Mais c'est ça, c'est chez Écoutez Lire, parce que je pense que là, ils viennent juste de sortir Monsieur Malocène, je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Donc, ça va sans doute arriver. Fait que, si jetez un œil, mais sinon, sachez que ces versions-là sont très courtes, mais ça vaut tellement la peine. Puis, sont souvent disponibles en livre audio numérique aussi. Là, c'est comme ça, moi, que je les écoute sur une plateforme. Mais éventuellement, surveillez vos catalogues de bibliothèque parce que, à mon avis, ils vont devenir disponibles plus tôt que pour nous en librairie pour l'achat, disons, de la version audio en écouter-lire. Les versions audio numériques risquent d'être devenues disponibles plutôt pour achat par les institutions. Fait que jetez un œil parce que ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, coup de cœur total, complètement subjugué par cette relecture-là. Puis voyez-vous comment mon opinion a changé des fois. Sur le coup, je pense que je ne comprenais pas toutes les dimensions. Ah, puis en plus, ce livre-là, c'est un livre qui donne le goût de lire. Parce que c'est un livre qui est à la base qui fait référence à Bartleby le Scribe de Herman Melville. Oui. Et qui est un texte, qui est une espèce de novella qui est particulière. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais lu, ça vaut vraiment le coup. Ça fait référence à ça, parce qu'au départ, la manière dont le petit va s'exprimer avec Benjamin Malocène pour dire qu'il veut absolument voir son papa, ben, quand il décide de faire la grève de la faim, il va dire je préférais mon papa. Mais pour Benjamin Malocène, ça lui fait penser à une réponse un peu iconique de Bartleby, le scribe, qui est I would prefer not to. Donc, le scribe, Bartleby, on lui demande d'aider son boss à faire des trucs, puis il répond je préférerais pas. Donc, c'est spécial, une formulation un peu particulière. Puis bon, il y a aussi qu'est-ce qu'est Bartleby le scribe, puis comment, où ça peut nous mener quelqu'un comme ça qui dit je préférerais pas. Donc ça, je vous laisse découvrir, ça vaut vraiment le coup. Puis aussi, une autre série que je ne sais même pas si existe, peut-être que c'est peut-être pas quelque chose qui existe, mais une autre série qui semblerait que ce sont des romans américains, puis qui pourraient avoir un certain lien, là, sans trop divulgacher, avec la fameuse quête d'identité en cours. Donc je sais même pas si c'est... Ah oui, je sais pas que c'est Jérôme Shahin, Les yeux bleus. D'ailleurs, c'est disponible chez Folio. Gallimard. Donc, en tout cas, bref, ça donne envie de lire. Fait en 90 pages, en plus de nous faire le passé dans les personnages, de lancer une enquête, qu'on soit un peu titillé, qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'on ait peur pour les personnages parce qu'ils vont encore se ramasser un peu avec les mots émissaires de tout ce qui se passe, puis c'est vraiment pas de leur responsabilité. Qu'on est attendri par le petit et tout ça. En plus, ça me donne un goût de lire Bartleby le Scribe et cette série-là. Donc, quand même, que demander de plus? Alors, sur ces bonnes paroles super enthousiastes, je vous dis à tout bientôt. Je vais sans doute faire, comme je vous expliquais, un petit blitz de romans graphiques. Je vais le faire sans doute jusqu'à ce que j'arrive à une durée qui était relativement acceptable pour ce vlog-ci. Mais si je vois que ça déborde, vous savez que là, on est le 3 novembre, puis j'ai jusqu'au 7 pour lire 10 romans graphiques. Donc, ça se fait très bien parce que demain, je suis en congé. Mais quand même, genre, ça va falloir que je m'y mette. Fait que ça se peut que vous ayez tous ces romans graphiques-là, mais je ne vais pas vous promettre rien si c'est trop long.
J'en mettrai dans le prochain vlog tout simplement. Alors, allez, à tout de suite! Et bonjour! Alors, écoutez, je vous reprends. On est le lundi, quelque chose de novembre. Le lundi 4 novembre, la veille des élections américaines. Stress. Je suis en congé et je vous reprends parce que je voulais peut-être vous reprendre aujourd'hui pour vous donner des lectures terminées, mais j'avais envie de faire un tout petit point de rien du tout. C'est rare que je m'en vais là-dedans avec vous, mais juste pour vous dire que vous partagez que de mon côté, en ce moment, c'est pas super facile, côté perso-pro plus que perso, mais quand même. Et sans rentrer dans les détails, ça fait que c'est plus compliqué de miser, d'essayer de maintenir à flot un certain équilibre sain psychologique. Donc, je fais toutes les choses qu'il faut, ne vous en faites pas. Mais même quand on fait ça, des fois, vous savez, il y a des moments où il y a plus de stress, il y a plus d'anxiété. Et il faut apprendre à vivre avec ça. Mais pourquoi je vous parle de ça maintenant, c'est pour vous dire que vous avez vu que j'ai lu deux courtes lectures, des lectures audio, et ça tombe bien que cette semaine, je m'enlignais pour lire des romans graphiques. Parce que je sais pas vous, là, moi maintenant, ça a un peu changé, mais je sais pas vous, quand vous êtes anxieux, ça dépend vraiment des gens. Est-ce que vous arrivez à vraiment décrocher de votre boule d'anxiété pour vous plonger dans un autre monde? Est-ce que ça marche tout le temps? Est-ce que vous, votre façon justement de gérer ça, c'est de vous envoler dans l'imaginaire? Sinon, est-ce que, dans le fond, est-ce que vous arrivez à lire? Qu'est-ce que vous lisez absolument quand vous êtes dans cet état-là, si c'est quelque chose que vous faites en temps normal? Moi, avant, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à me concentrer. Là, dans des cas comme ça, parce que je décrochais à toutes les 2 secondes parce que je revenais nécessairement à mon anxiété. Là, ça va mieux, mais c'est sûr que ça me prend absolument des lectures courtes. C'est pour ça que j'en parlais. Je vais voir si jamais vous avez des petits trucs à donner. Évidemment, chaque personne vit ça différemment. Un truc pour une personne ne va pas nécessairement fonctionner pour l'autre, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Si vous voulez vous manifester en commentaire, allez-y. Donc, moi, c'est ça. Je vais aller avec des lectures courtes. Je vais y aller souvent avec les lectures audio. Pourquoi? Parce que c'est immersif. Et que si des fois, mon cerveau veut partir un peu ailleurs, comme c'est vraiment enveloppant comme environnement, parce que c'est sonore et imaginaire, c'est plus facile pour moi de revenir vers cette espèce d'état où je prends la décision de justement me laisser porter par l'histoire et tout ça. Quand je lis, pardon, par moi-même, donc en lecture papier, excusez-moi, quand je lis par moi-même en lecture papier, le plaisir est bien sûr différent de lire en papier que lire en audio, mais pour moi, il est différent, pas mieux ou pire. C'est juste que j'ai plus de facilité à me laisser happer par peut-être tout ce qui peut me chicoter dans mon quotidien ou dans ma vie à ce moment-là. Et je vais encore plus décrocher, puis je vais avoir plus de misère à me sentir vraiment, à plonger vraiment en mode immersion dans le livre. Donc, je voulais juste vous le partager rapidement parce que je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous envisagez. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens encore qui résistent au livre audio, puis c'est correct. J'ai été de celles qui résistaient, mais sachez que dans mon cas, c'était comme un apprentissage, le livre audio, puis je m'en passerai plus. Donc, c'est quelque chose. Puis moi, je l'écoute le livre audio en temps réel. Je l'ai déjà dit dans le dernier vlog. Je fais pas le livre audio pour que ça aille plus vite puis que je l'écoute en mode chipmunk, mais pour moi, c'est une expérience qui est différente. Puis elle va faire résonner en moi d'autres genres de choses. Des fois, je vais apprécier le texte encore plus, des fois, étrangement, quand je me le fais lire à voix haute et quand je le lis, parce que je vais comme entendre la plume de l'auteur. Puis des fois, ça va me faire sourire ou ça va me faire vraiment remarquer que c'est un moment qui est important pour moi ou que c'est une belle prouesse littéraire et tout ça. Donc, je sais pas. Si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à essayer, tenter le coup quand même pour ceux qui sont vraiment sur les freins. Dites-vous que des fois, ça peut être vraiment beaucoup de choses qui vont faire en sorte que vous n'allez pas embarqué dans la lecture audio. Ça peut être que c'est pas le bon narrateur pour vous. Ça peut être que c'est un genre littéraire qui fait en sorte que vous n'êtes peut-être pas plongé tout de suite dans l'intrigue. Donc, en tant que tel, ça vous permet, au début, c'est sûr qu'il y a une adaptation là, pour le cerveau de se concentrer sur le livre audio en même temps, puis poursuivre l'histoire et tout. Donc, c'est ça, des fois, il faut juste tenter un autre genre littéraire. Donc, moi, je suis allée au départ par des Cozy Mystery, mais maintenant, je lis de tout. J'avais bien aimé la biographie aussi en transport parce que c'est quelque chose en arrière-fond, puis si on manque quelques trucs, parce que pendant un instant, notre cerveau est allé se promener un peu, c'est pas non plus la catastrophe, dans le sens que, tu sais, on va pas manquer non plus un moment clé de la trame et tout ça. Donc, je sais pas trop, mais bref, je voulais vous le dire parce que je sais pas, ça donne comme ça. Cette semaine, je vais un peu fonctionner comme ça. Puis, je me demandais peut-être, vous, de votre côté, quand vous avez ces moments-là où c'est un peu plus gris. Puis là, ça donne que c'est novembre, mais pour moi, c'est pas nécessairement lié au mois. C'est juste que là, ça a donné dans ce moment-là. Mais c'est ça, c'est jamais des moments qui sont
vous êtes plus, comme on dirait, centré sur une espèce de moment de grisaille intérieure, comme est-ce que vous lisez, est-ce que ça vous fait du bien, si oui, qu'est-ce que vous lisez, comment vous fonctionnez, est-ce que c'est mieux des gros pavés pour vous ou des lectures courtes? Mais pour vrai, sincèrement, ça m'intéresse, donc gênez-vous pas pour l'écrire. Et justement, dans cette optique-là, ce que je pensais peut-être lire aujourd'hui, je voulais faire un blitz de romans graphiques pour essayer d'atteindre mon objectif des challenges d'Alex Bouquet dans Prada, mais ça fait aussi partie des choses aujourd'hui. Il va falloir vraiment que je me prenne soin, comme on dit, parce que c'est ça. Je vais avoir besoin de faire le plein d'énergie pour la semaine, donc je vais y aller avec les lectures qui me tentent. Puis là, ben, en fait, il me restait un peu de temps dans mon abonnement mensuel pour Nextory.fr. Il me reste quelque chose comme 49 minutes, puis j'ai trouvé un livre audio qui était à 49 minutes. Et ça donne bien, c'est un de ceux que je dois lire dans ma pile à lire, et c'est vraiment L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. Et c'est de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, donc je pensais le lire. On est dans le principe un peu relecture de contes parce qu'on va voir le passé ou la jeunesse de certains méchants dans les contes. Donc, par exemple, ici, La Fée Maléfique. Évidemment, avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Donc, puis, comme vous voyez, il y a un texte. Moi, habituellement, tout ce qui est album jeunesse ou BD, des fois, ils font des livres audio. On dirait que j'ai vraiment besoin d'avoir les deux, comme c'est un livre qui nécessairement va être complet seulement par la juxtaposition du texte et des images. Mais dans ce cas-ci, je pense que je vais le mettre en lecture audio en même temps que je le lis. C'est quelque chose que je fais des fois, puis j'ai vu ça passer, puis je pensais que j'étais toute seule des fois à faire ça, puis je me trouvais un peu bizarre. Mais ben, en tout cas, si jamais, on est juste deux peut-être, mais en tout cas, si jamais j'ai vu ça passer sur le compte de Sid Bookrorum, qui est une booktubeuse américaine, puis elle a fait beaucoup ça, en fond, écouter des livres audio en même temps qu'elle les lit en papier. Puis ça a l'air niaiseux, mais en fait, ça imprègne encore plus. Donc, je sais pas c'est quoi le processus, mais ça dépend peut-être des gens. Si, comme moi, je sais que quand j'entends en même temps que je lis, je le retiens mieux. Peut-être que c'est comme ça que c'est ça l'effet que ça fait sur le cerveau. Mais dans ce cas-ci, je pense que ça va me créer un petit environnement immersif. Donc, ben voilà. Donc, je pense peut-être lire celui-là. Puis sinon, aujourd'hui, je vais y aller dans la variété. Je voulais peut-être lire avant qu'il soit trop tard, parce qu'il est déjà un petit peu tard, The Legend of Sleepy Hollow, donc le texte original de Washington Irving, mais illustré par Arthur Rackham. Au début, je voulais lire pour Halloween, mais finalement, j'ai lu autre chose tout simplement. Mais voilà, donc Arthur Rackham ici, c'est ce genre d'illustration-là que j'aimais beaucoup, que j'avais découvert dans Alice au Pays des Merveilles. C'est un qui me fait un petit peu peur parce que c'est moins mon genre, mais en même temps, j'aimerais beaucoup ça l'avoir lu, puis ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, puis j'aimerais ça pouvoir me dire que je l'ai découvert. Oui, j'ai déjà vu les adaptations en cinématographique de ce titre-là, mais j'avais envie de voir c'était quoi les vraies paroles de Washington Irving. Donc peut-être ça, si je me sens d'aplomb. Peut-être même que je pourrais avoir une version audio de The Legend of Sleepy Hollow pour soit l'écouter quand je vais aller marcher ou l'écouter en le lisant. Et j'aimerais bien aussi lire Begin Again d'Oliver Jeffers. Donc, qui est un genre d'album documentaire, je pense, et c'est... Dans le fond, c'est un peu une réflexion sur les origines puis sur le lien qui nous unit à la Terre. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis, Oliver Jeffers est très impliqué justement par rapport à ça, par rapport au changement climatique, puis à comment on peut faire la différence. Puis, par rapport aussi un peu au bien-être de l'humanité. Comme ça, ici, je trouve que c'est très parlant. Je vais voir. Ici, voyez-vous, on est dans une section qui dit The king of our castles on our islands of isolation, admired by strangers. Je trouve que c'est très parlant, celui-là, n'est-ce pas? Alors, on voit ici qu'il est sur une pile de détritus, mais que dans le fond, tout ce que les gens vont voir, c'est l'espèce de caméra qui est ici, donc qui est filmée par là. Donc, j'avais envie de faire ça, cette espèce de petite lecture-là, réflexion, avant qu'on ait le résultat des élections américaines. Alors voilà, c'est un segment sans lecture cette fois-ci, mais j'avais envie de le faire un petit peu pour, je sais pas, parce que c'est aussi moi, donc de vous partager ça. Alors, je vous dis à tout bientôt. Dès que j'ai une lecture ou deux ou trois, je vous en reparle. Allez, à tout de suite.
bonjour. Alors, je vous reprends rapidement parce que en cette journée au ralenti, j'ai terminé ce fameux livre-là, donc l'écoute audio et le feuilletage. Mais je dois vous dire que finalement, j'ai fini par l'écouter plus en audio, puis regarder vraiment les images. C'était plus intéressant en fait pour moi là, de faire ça. Puis j'ai bien aimé ça. C'est sombre. Puis dans le fond, ben, sans surprise, dans le fond, on va voir vraiment, on va imaginer l'enfance de méchants connus dans les contes classiques. Et ça va nous donner un peu, on dirait, c'est comme un peu si on faisait un exercice de se dire qu'est-ce qui peut faire qu'un adulte est aussi méchant que ça? Donc, c'est quoi le chemin qui peut l'avoir mené à réagir comme ça en tant qu'adulte? Donc, on va voir toutes sortes de personnes, le méchant loup, mes préférés, la reine de cœur, puis qu'est-ce que j'ai mis? Bien, beaucoup des personnages féminins, puis c'est pas nécessairement un billet, là, c'est juste que ça a donné comme ça. La reine de cœur, la fée maléfique qui était dans la princesse au bois dormant, Capitaine Crochet, puis l'autre que j'ai trouvé, ben même Shere Khan, je savais pas. La reine sorcière qui est en fait la reine qui est dans Blanche-Neige. Donc, en tout cas, c'est comme vraiment intéressant. Moi, je suis pas une passionnée des contes, c'est-à-dire que je les connais bien, mais j'ai pas non plus grandi, baigné dans les contes. Les contes traditionnels, oui, mais plus les vraies versions, puis pas nécessairement les versions Disney. Donc, c'était déjà des contes que je savais qui n'étaient pas tout gentils, tout mignons. Mais c'est intéressant. Puis, comment c'est approché dans ce livre-là, c'est qu'on va vraiment aborder le personnage par son passé, celui qu'on lui imagine comme celui qu'on pense qu'il peut potentiellement avoir créé l'adulte qu'il a été. Et à la fin, on a une section, puis c'est le fun parce que dans le livre audio, ils ont enchaîné à chaque personnage dont ils nous parlaient de l'enfance, ils ont enchaîné automatiquement avec la mini-description à la fin qu'on a ici qui s'appelle « Une fois grand ». On va avoir la description de chacun des personnages, le résumé en 3 lignes de chacun des méchants dans les contes. Donc là, dans le fond, dans le livre audio, ils nous mettaient la partie de l'enfance. Puis on était très tôt dans l'enfance. Puis ensuite, le moment où ils étaient le méchant et adulte ou la méchante et adulte au plus grand moment de son déploiement vilain. Et c'était vraiment un enchaînement intéressant. Puis on se prend, bien entendu, à avoir un peu de pitié ou à se dire, ce qu'on voit en fait, c'est vraiment des enfants cabossés. Enfants, et bon là, Shere Khan, c'est un tigre, il y a aussi des animaux, parce qu'on est quand même en anthropomorphisme, et des dieux même et tout ça, puis on voit c'est des êtres cabossés qui ont clairement manqué de plein de choses quand ils étaient petits, qui ont manqué souvent de reconnaissance puis de repères un peu bienveillants sur la suite des choses, puis qui finalement ont tiré des conclusions qui ont fait en sorte que par la suite, ils ont agi comme ils ont agi. Et bien sûr que ça excuse pas la méchanceté, mais c'est vraiment intéressant. Puis je pense que c'est aussi intéressant potentiellement à exploiter, bien entendu. Là, c'est intéressant pour tous ceux qui sont passionnés des contes puis qu'on soit un enfant ou un adulte. Pour l'enfant, je ne sais pas s'ils vont faire vraiment la nuance. Ils vont juste se dire peut-être que c'est la vraie enfance du personnage de conte, puis c'est bien correct aussi. Pour l'adulte, on fait un petit peu plus du second degré, puis on se dit, ah mon Dieu, ouais, c'est vrai, ça peut avoir mené là. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on peut le travailler en classe ou même à la maison avec les enfants en disant, ben, toi, est-ce que tu penses que ça se peut que ce soit ça son enfance ou on peut même jouer à inventer l'enfance de d'autres personnages qui ne sont pas mentionnés là pour voir comment ça peut mener à ça. Puis c'est un bel exercice moral en fin de compte. Mais c'est surtout quelque chose de super intéressant comme réflexion. Donc, les textes de Sébastien Pérez, c'est quand même juste un défi là, de résumer l'enfance d'un méchant, puis tous les grands points qu'ils ont pu le construire éventuellement en quelques pages seulement. Et évidemment que le travail de Benjamin Lacombe, comme là ici, c'est le petit capitaine Crochet. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré celle-là, mais... Donc, le travail d'illustration de Benjamin Lacombe qui est une image unique, ou dans ce cas-ci, on a 2 images qui vont évoquer l'émotion qui va être le moteur majeur pour le personnage, le méchant, et que ce soit dans leur enfance ou plus tard. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a des personnages que je connaissais moins. C'est sûr que les personnages que je connaissais plus, je trouve ça encore plus intéressant parce que ça donne quand même une idée quand on connaît le personnage, on fait des liens. Même la méchante sorcière de l'Ouest, c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, la méchante sorcière de l'Ouest, ça va quelqu'un qui finalement est bibliophile, mais pour des raisons plus utilitaires, d'en apprendre plus pour avoir plus de pouvoir.
Puis ça me fait rire parce que quand j'étais plus jeune, j'ai joué à un moment donné dans une adaptation théâtrale du Magicien d'Oz. Puis on m'avait donné le rôle de la méchante sorcière de l'Ouest. Bon, j'avais déjà un peu de caractère à l'époque, mais c'est surtout que je pense c'est maintenant que je vois la proposition ici de Benjamin Lacombe et de Sébastien Pérez, comme quoi la méchante sorcière de l'Ouest, en fait, aurait décidé d'en apprendre plus que tout le monde pour être sûr de faire en sorte que elle allait comme réussir à s'en sortir. Ben, ça me fait juste rire que j'ai été comme... j'avais été sélectionnée pour faire ce type de rôle-là. Bref, c'est juste de perso, mais c'est pas grave, ça m'a juste fait sourire. Donc, intéressant. Intéressant. Je vais le garder, bien entendu. À feuilleter, à refeuilleter, mais surtout intéressant sur ce que ça ouvre comme porte, comme je vous dis, pour un peu l'analyse des comptes, mais aussi pour comment on peut tirer des conclusions par rapport à la société, par rapport à ça, puis comment on peut même utiliser ça comme peut-être moteur de création littéraire. Donc voilà, ce que j'avais à dire là-dessus. Je vais voir pour la suite. Comme je suis un peu dans la grisaille aujourd'hui au niveau du moral, c'était peut-être pas les meilleurs choix que j'ai faits parce que celui-là, c'est pas très, très, très joyeux. Après ça, The Legend of Sleepy Hollow, pas tant que ça non plus. Puis l'autre, c'est Begin Again d'Oliver Jeffers. Ben, peut-être que celui-là, il y a un petit peu plus d'espoir, mais ça se peut que je choisisse autre chose aussi. Là, on verra bien. Alors, allez, à tout de suite. Et bonjour, alors de retour d'une petite marche sur la semi-pluie avec un éclairage de schnout parce qu'on est revenu à l'heure normale, donc il fait noir tôt. Et parce que j'ai reçu un colis que j'attendais avec impatience. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais c'est de l'IRECA, qui est une librairie qui permet l'envoi à l'international des publications françaises. C'est rare que je fais ça, habituellement j'attends pour l'acheter en librairie au Québec, mais là, c'est 2 livres qui sont très demandés, qui ont des dates de parution sous peu, en novembre potentiellement, mais qui sont tellement populaires que j'ai comme peur que les quantités s'écoulent complètement en France, puis que finalement, il en reste plus pour le Québec, ce qui arrive souvent, et finalement qu'on soit obligé d'attendre après Noël pour ça. Puis là, ben, c'est 2 suites de séries que j'avais vraiment envie de découvrir maintenant, donc voilà. Alors, je l'ai pas préouvert, désolée, ça va faire un peu de bruit. Alors, c'est parti. C'est pas si pire quand même, comme... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que les autres, c'est des pros de l'emballage. C'est correct, là. Alors, on va mettre ça ici pour mon chat. On va ouvrir ça. Et ça, c'est vraiment rapide, là. Je pense que j'ai commandé la semaine passée, puis c'est déjà rendu. C'est pas Amazon, là, donc, juste pour vous dire. Donc, comme d'habitude, un petit... Ah, cette fois-ci, on a un petit signet à colorier. Bon, je suis moins coloriage, mais c'est pas grave. Voilà. Et sinon, donc, tout d'abord, j'ai pris le second tome de la série de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitocchi. Donc, celui-ci, c'est... Je ne sais pas s'il y a un sous-titre. Oui, Murder Party au manoir. Donc, c'est une série que j'avais commencée l'année passée. Je suis vraiment pas... roman de Noël, romance de Noël, c'est pas mon genre, mais celui-là, j'avais bien aimé. C'était en plus une espèce de variation sur le thème de, ou en tout cas emprunt de personnages à l'œuvre de Louisa May Alcott, parce que 2 des personnages principaux se nomment en fait Joe et Laurie. Donc, n'est-ce pas? Ça vous rappelle quelque chose? Mais sinon, à part ça, ça ne fait pas nécessairement de sens. Ben voilà, donc il y avait un deuxième tome, ils vont en sortir un à chaque Noël. Puis là, de ce qu'on m'a dit, c'est que celui-ci, j'ai pas attendu parce que celui-ci, ça se passe dans un manoir, puis c'est un petit peu un côté huis clos, qui fait un petit peu plus, disons, automne halloweenesque. Donc là, je me suis dit que j'attendrais peut-être pas en décembre pour le lire, et ben voilà, je me suis lancée. Puis, ben comme ils ont été vraiment mentionnés dans la plupart des recensions que j'ai vues, ben ce qu'elle a fait, l'autrice, puis ça, je trouve ça tellement cool, c'est qu'elle a fait un résumé de du premier tome pour qu'on sache un peu où on en est, puis ainsi qu'un résumé des personnages qui vont être mis en scène. Donc, juste un petit instant, il y a mon chat qui s'énerve.
finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de laisser ça. Il y avait du ruban autocollant. Donc, ça ici, j'ai bien hâte. Je pense que je vais le commencer tout bientôt. Donc, je pense pas que je vais attendre le 1er décembre pour ça. Je pense que je vais me le lire dans les prochaines semaines. Et enfin, le quatrième et dernier opus de la série super émouvante des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc, c'est la dernière saison. Et cette fois-ci, c'est la saison des adieux. Donc, c'est le printemps, mais c'est la saison des adieux. J'ai adoré cette série-là jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si le tome 4, mais j'imagine qu'il va me convaincre encore une fois. Si vous ne l'avez jamais découverte, cette série-là, c'est... Oui, techniquement, une série qui vise un public jeunesse, mais qui a aussi une seconde signification. On est vraiment dans l'anthropomorphisme, puis on est dans l'approche de, entre guillemets, problématiques quand même assez difficiles. Là. On va aborder, entre autres, dans le premier temps, la maladie de l'oubli-tout. Tout ce qui concerne, en fait, la différence par rapport, par exemple, à des handicaps, plein de trucs comme ça, mais toujours par le biais d'enquête un peu, puis d'espèces de problèmes qui se passent dans la forêt de Belle-Écorce. Puis j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, j'ai hâte de lire. C'est illustré par Sanoé, qui est dont les illustrations complémentent bien, en fait, l'histoire. Voilà. Alors, voilà pour les deux petits achats que j'ai faits exceptionnellement en dehors du Québec parce que je n'étais pas capable d'attendre qu'ils se rendent jusqu'ici, puis j'avais peur qu'ils soient obligés de prendre le bateau d'après Noël. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais mettre fin à ce segment qui est en éclairage un peu style le vieux film. Et puis, je vous reviens quand je peux. Hey, bonjour, alors me revoici en ma petite pause repas avec encore mon coton ouaté tout doux. Vous allez penser que j'ai juste un uniforme, mais à la maison en ce moment c'est un peu cru. Donc voilà, c'est mon vêtement confort en ce moment. Donc j'espère que vous ne peut-être pas trop tanné. Alors je reviens parce que j'ai terminé 2 lectures. Donc oui, 2 lectures dans mon petit défi Spooky Fair. Donc ça avance, ça avance. Mais je pense que pour ce vlog-ci, par contre, ça va se terminer après ces 2-là, puis vous aurez la suite dans le prochain, potentiellement, si j'en lis d'autres. Alors, tout d'abord, j'ai enfin lu ce livre qui est dans ma pile à lire depuis super longtemps et qui est un peu comme un classique, c'est-à-dire The Legend of Sleepy Hollow de Washington Irving, illustré ici par Arthur Rackham. Donc, celui-là, il est publié chez Books of Wonder, donc c'est chez William Morrow. William Morrow, pas William Morrow. Et voilà, comme je vous disais, c'est une édition un petit peu, dans le fond, une édition un peu anniversaire. Et je ne sais pas si j'ai besoin de vous reparler de la légende de Sleepy Hollow, mais dans le fond, ça se passe dans un petit village où les légendes et les rumeurs ont beaucoup de poids, où les gens croient encore un peu aussi à tout ce qui est inexpliqué et inexplicable. Et ça va être l'histoire d'un enseignant qui, parce qu'il va tomber en amour avec la belle du village, va tout faire pour essayer de gagner son intérêt. Et au retour d'une soirée qui ne s'est pas déroulée comme prévu, il va finalement, visiblement, aller à la rencontre du fameux chevalier sans tête qui est l'espèce de légende de Sleepy Hollow et qui, disons, va changer le cours de sa vie. Je vous en dirai pas plus parce que probablement la légende est quand même assez connue. Et c'est intéressant de voir ce que Washington Irving voulait en faire au départ. Et c'est vraiment une légende qui nous laisse interpréter. Donc, c'est une fin ouverte. C'est assez rare parce que c'est un livre, je vous rappelle, puis d'ailleurs, ça va justifier quelques points après d'avertissement que j'ai à vous faire. C'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1819. Et celui-là, dans le fond, c'est une édition anniversaire qui reprend l'intégralité du texte qui est paru en 1928 avec Arthur Rackham. Donc, c'est pas que cette édition-là date pas de 1928, mais c'était comme un genre de facsimilé. Donc, 1819, il faut vous remettre en contexte. 1819 aux États-Unis.
Donc, je dois vous dire que, bien entendu, si on le prend dans le contexte, mais bien entendu, en tout cas, oui, c'est écrit par un homme en 1819 aux États-Unis. Donc, la représentation de la femme, qui est très minime, en fait, puisqu'on est comme la belle du village, mais en fait, c'est tout ce qu'elle est, une belle du village. Elle est très décorative, elle a absolument pas vraiment de voix au chapitre. Elle a l'air d'être un peu comme le cliché des filles, c'est-à-dire, elle, c'est une petite coquette, puis dans le fond, peut-être qu'elle elle donne des espoirs supposément à plusieurs prétendants en même temps, alors que peut-être on ne sait pas. Peut-être que cette jeune femme-là voulait juste pas se marier avec des gens qui venaient la voir au départ, puis que, ben, c'est ça. Hein? Bon. Puis la manière dont elle est décrite, là, c'est vraiment comme une jeune, fraîche femme de 18 ans, tout en rondeur et en... Bref, c'est vraiment un peu comme une pièce de viande. Donc, mais bon, s'il vous plaît, mettez ça en contexte, 1819. J'aime pas plus ça, mais bon. Et également, ben, c'est dans le contexte des États-Unis. Donc, le rapport aux populations afro-américaines est vraiment pas chouette. Donc, disons que c'est une vision esclavagiste. Donc, là-dedans, il y a un personnage afro-américain, mais c'est tout le cliché de l'esclave, dans le fond, à l'époque, l'esclave noir, qu'on pouvait dire, qu'on envoie faire des tâches que personne ne veut faire, puis qu'on a l'impression qu'il n'est pas super intelligent et tout ça. Donc, écoutez, le focus n'est pas là-dessus, mais sachez que c'est comme hyper présent, puis c'est vraiment comme le point de vue d'un homme blanc privilégié, potentiellement. Mais mettons qu'on met ça de côté, ça reste quand même que c'est une légende assez épique. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est vraiment comme une légende d'épouvante. Ça ne boucle pas toutes les boucles, ça donne pas toutes les réponses. C'est une légende qui a un rythme assez... En fait, son style littéraire, c'est des écrits rapportés dans un cahier. Attendez, je vais juste voir là, parce que je me suis mélangée entre deux personnages. Oui, donc c'est les écrits qui sont rapportés dans les papiers de Diedrich Knickerbocker. Et donc, c'est tel que rapporté par ça. Donc, on va avoir vraiment une narration un peu d'ambiance. Il va y avoir beaucoup de descriptions de l'ambiance de ce qui est autour du village. Les personnages sont absolument pas approfondis. On est vraiment en surface. Pensez vraiment en légende. C'est vraiment, on fonctionne par archétype. Et ça va être comme en deux grandes parties. Et il va y avoir une petite fin, une petite twist de fin, dans le sens où on va laisser vraiment le lecteur déterminer qu'est-ce qui tire comme leçon de cette légende-là. Est-ce qu'il pense que c'est une légende qui peut être fondée ou pas? Donc, écoutez, est-ce que c'était un coup de cœur? Non. Est-ce que je suis contente de l'avoir lu? Oui, je suis contente d'avoir lu le texte. Je vais sans doute le garder juste pour les illustrations d'Arthur Rackham. Est-ce que ce point de vue de Washington Irving qui est un peu imprégné du contexte de l'époque m'a plu pas tant, mais en même temps, je ne juge pas Washington Irving parce que ça reste... Bon, il a écrit ça en 1819, mais mettons que si je le conserve, ce serait plus pour les illustrations. Je vous suggère quand même de la lire. C'est intéressant de voir la version originale, mais j'ai l'impression que peut-être que les versions actualisées qui ont été faites depuis, j'ai pas vu tous les films qui ont été faits. Bien sûr qu'ils rajoutent un peu, mais ils fonctionnent beaucoup aussi sur un film d'ambiance. Peut-être que c'est quelque chose qui est meilleur dans sa version actualisée. En même temps, c'est une légende c'est un peu intemporel, donc pourquoi pas si jamais vous voulez lire. La pub en anglais est un petit peu à l'ancienne, donc peut-être, bien évidemment, le 1819, donc peut-être que si vous voulez lire la traduction, ça peut, j'ai l'impression que ça ne doit pas être si pire comme traduction, donc bonne lecture, contente d'avoir fait ma découverte, mais c'est pas quelque chose qui va me rester vraiment de façon marquante dans mon parcours de lectrice. Le prochain livre, par contre, c'est clair que c'est un coup de cœur, encore une fois. Pas encore une fois, mais je suis heureuse parce que ça fait du bien à ma journée, vu que la journée d'hier était comme un peu grisâtre dans l'âme. Et c'est une semaine comme ça. Mais c'est pas grave, on n'en parlera pas de nouveau. Mais là, j'ai eu ça ici. Et là, en cette journée, aujourd'hui, on est le mardi 5 novembre. Donc, c'est la journée où les élections américaines vont avoir lieu. Puis, je suis un peu... C'est quand même un peu vertigineux. Ça donne un peu le vertige de savoir qu'est-ce qui va se passer si finalement la population a choisi de réélire Donald Trump au pouvoir. On dirait que toutes les pires dystopies nous reviennent en tête. Et justement, je trouvais que ce livre-là, ça a bien fait. Je l'avais choisi hier, mais absolument pas en pensant à ça. Mais finalement, ça s'inscrit complètement là-dedans. Donc, c'est le fameux Begin Again d'Oliver Jeffers. Et c'est publié chez chez Philomel, mais qui est un label de Penguin Press. Et ma foi, c'est excellent. Donc là, écoutez, si vous vous demandez si c'est un album pour enfants, non, c'est un album pour humains. Donc,
C'est un album pour humains. Ça peut être lu par les enfants. C'est pour les 7 à 99 ans. Ça peut être lu par les enfants. Ça doit être lu par les enfants aussi. Ça peut être lu par les adultes. Ça doit être lu par les adultes. C'est vraiment une réflexion sur d'où l'humain vient. En fait, comment on est arrivé sur Terre et où on aimerait aller. Donc, évidemment, le titre, c'est Begin Again. Et évidemment, il va faire référence, Oliver Jeffer, à nos origines connues. Il va faire référence à peut-être, mettons, la découverte du feu. Puis là, finalement, il va dire, ah ben non, mais dans le fond, avant ça, on a découvert comment on pouvait faire des outils, parce que sans outils, on n'aurait pas pu faire de feu. Puis après, il va dire, ah oui, mais dans le fond, avant, on était dans l'eau, fait qu'il a fallu qu'on marche pour être arrivé sur Terre, non, non, non. Fait une fois qu'il a fait tout ce compte à rebours-là, après ça, il va plus aller voir un peu dans l'histoire qu'est-ce qu'on a fait, nous, de notre présence sur Terre, mais pas nécessairement en mode condamnation, juste en mode constat. Puis il va toujours interagir avec le lecteur, donc pour nous autres, c'est comme une conversation avec nous, et pour nous faire réfléchir de façon tout à fait simple et sans prétention sur c'est quoi notre rôle comme humain. Puis sur le fait que potentiellement, finalement, on a beau s'être avec le temps divisé, avoir essayé de tout mettre des frontières, mettre tout ça, mais dans le fond, au bout du compte, on habite tous sur la même Terre. Puis la Terre est au fin fond d'une galaxie et que, en fait, si on veut continuer à aller quelque part, en fait, on est mieux d'y aller d'un même pas de terrien, disons, et non pas de commencer à s'enfarger dans les détails. Et il y a plein de réflexions qui vont arriver sur est-ce qu'on a tant besoin finalement de, tu sais, ce qui a fait qu'on est devenu un peu plus individualiste et tout ça, puis notre tendance à vouloir toujours se dire qu'on peut avoir raison, puis à toujours se baser sur le passé, puis essayer de s'assurer qu'on a bien le contexte du passé et tout ça, puis, tu sais, ou deviser de l'avenir en pensant au passé et tout ça. Mais dans le fond, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait une super belle réflexion, entre autres, mais là, c'est une des 150 000 qu'il y avait là-dedans, là, mais non, pas 150 000, mais une des très nombreuses réflexions qu'il y avait là-dedans. C'est intéressant, c'est il fait la différence entre ce qui est juste et ce qui est mieux. Donc, en anglais, c'est right and better. Donc, la différence ce qu'il dit, c'est que the difference between right and better is that being right is about proving the past, while being better is about building the future. Donc, la différence entre juste et mieux, c'est que, dans le fond, c'est peut-être plus avoir raison, là, mais en tout cas, c'est que avoir raison, c'est essayer de prouver le passé. Alors que être mieux ou être meilleur, plutôt, pas être mieux, être meilleur, c'est plutôt de construire le futur. Donc, ma traduction est un peu bancale, mais fait que dans le fond, je trouve ça super intéressant parce que c'est sûr qu'on est à un point tournant où ça ne sert plus vraiment à rien de pointer des responsables, puis que, dans le fond, on pourrait essayer de juste être meilleur. Puis d'être meilleur d'un espèce de pas commun dans le sens de s'identifier à l'ensemble de la Terre plutôt que de s'identifier à des sous-groupes qui potentiellement pourraient se diviser en essayant justement de dire que ces groupes-là ont raison parce qu'ils essaient de prouver que le passé, c'est eux qui avaient raison en le déterminant. Puis, il ne dit pas d'ignorer le passé parce que bien sûr, ça nous donne une idée un peu de où on pourrait aller, mais c'est plus de se dire, perdons pas notre énergie sur essayer d'être juste ou d'avoir raison par rapport à des choses qui sont passées, mais plutôt de garder notre énergie pour essayer d'être meilleur, pour essayer qu'il y ait un futur. Donc, c'est zéro alarmiste. C'est pas non plus édulcoré, mais c'est comme plein d'espoir. C'est inspirant, ça suscite la réflexion. C'est super intéressant visuellement parce qu'on est vraiment dans les compositions graphiques sont souvent sur 2 pages, comme ça ici, avec les écritures ici un peu manuscrites. Et donc, c'est un bel objet visuel et en même temps, c'est un super objet de réflexion. Sincèrement, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Ça fait 2 de suite que j'ai quasiment dans 2-3 semaines. C'est vraiment un de mes bons coups de cœur de 2024. C'est quelque chose que je pense qu'il faut avoir à son chevet pour juste se ramener un peu des fois. C'est facile de paniquer, puis c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu... c'est un petit peu pour ça que je trouve que c'est adapté de le lire ensuite, de l'avoir lu pour le 5 novembre 2024, puis voir les élections américaines. Ça a été quand même des élections où, justement, il y avait un des 2 candidats qui essayait de dire qu'il avait raison, donc de prouver le passé, et une autre candidate qui essayait de se dire, mais on va essayer d'être meilleur, donc de construire un futur. Donc, je trouvais exactement que cette espèce d'analogie-là fonctionnait absolument. Donc, sérieusement, boudez pas votre plaisir. Il existe en français.
Je pense que, ben là, je vais peut-être vendre le punch à tout le monde dans ma famille, mais je pense que c'est le meilleur cadeau de Noël ou de toute célébration de fin d'année ou de peu importe que vous vivez de votre côté à offrir, à offrir à tout le monde, à faire circuler. Ça ne prend pas le lecteur pour quelqu'un de pas intelligent. Le lecteur est conscient qu'on est en train d'essayer de lui passer des messages, mais en même temps, c'est comme tellement bien fait. C'est comme on accepte en fait la conversation avec l'auteur. Puis, comme je vous dis, il se pense pas mieux ou pire que quelqu'un. C'est juste tellement chouette. Puis à la fin, il y a une super belle prise de parole qui vaut la peine d'être lue. C'est un peu aride la façon dont c'est présenté. C'est dommage parce que le restant du livre était super intéressant. Mais il y a comme un 6 pages de notes de l'auteur. Donc, sauf que malheureusement, c'est comme ça ici que c'est présenté. Donc, on a 6 pages, 1, 2, ouais, à peu près. Puis c'est vraiment, ça va raconter l'histoire de la création de ce livre-là. En quoi ça a été, pour lui, ça a été influencé par ce qu'il a vécu dans sa vie, potentiellement récemment, une paternité relativement récente, les événements qui ont suivi. Puis qu'est-ce qu'il s'est rendu compte, comment il s'est rendu compte que potentiellement il pouvait être responsable de justement la suite des choses par le biais un peu de comment il allait montrer à ses enfants comment le monde fonctionnait. Parce que ce qu'il dit, c'est que quand on n'est pas avec un manuel manuel d'utilisation. Puis que dans le fond, finalement, le parent a une grosse responsabilité d'essayer de justement tranquillement semer des choses pour que l'enfant arrive à se faire justement une espèce des espèces de repères qui vont l'aider à mieux comprendre les choses, puis potentiellement à mieux choisir en fait les actions vers lesquelles il va se diriger, que ce soit des actions avec lesquelles on est d'accord ou pas, mais juste, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, c'est super intéressant quand même. Le dossier à la fin, ça vaut la peine de lire. Vous voyez que je suis super enthousiaste, mais comme vraiment, comme ce livre-là, il faut absolument que vous lisiez. Donc, voilà, j'ai assez parlé. Je pense qu'il va être super long sur le vlog-ci. Donc, sur ces bonnes paroles, j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais vous avez des suggestions complémentaires à me faire, des opinions, des commentaires sur les lectures que j'ai faites. Puis, ben, écoutez, on va se retrouver dans un prochain vlog. Dans le prochain vlog, potentiellement, qui va être commencé quand les élections américaines vont être passées. Donc, on verra bien si ça a un impact sur mon expression faciale. Mais d'ici à ce qu'on se revoit, ben, j'espère que vous allez avoir des superbes lectures. Puis, ben, on se dit à la prochaine!